Bonjour, nous allons commencer cette matinée qui va être entièrement consacrée à l'évaluation des politiques d'égalité, un débat qui a d'ailleurs un peu débuté à la fin de la journée d'hier. Et nous allons commencer avec une conférence d'Ami Mazur, à qui je cède tout de suite la parole pour une demi-heure. D'accord, d'accord. Alors, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Quand le comité d'organisation m'a contacté, m'a invité de faire une conférence sur l'évaluation des politiques publiques d'égalité, j'étais vraiment ravie parce que comme je co-dirige un groupe de recherche internationale, le Gender Equality Policy and Practice Group, je me suis dit c'est une occasion parfaite de présenter ce groupe, notre travail et d'avoir des commentaires parmi un groupe d'experts, mais aussi des décideurs, des militantes en France. Alors, je dois vous dire que après la première journée, j'étais pas du tout déçue. Enfin, je suis d'autant plus ravie. C'était vraiment, je suis très impressionnée par la qualité de recherches qui se font en France et aussi cet aspect pluridisciplinaire. On en a parlé, d'aborder cette question, agir pour l'égalité. Je m'attends avec impatience vos commentaires sur ma présentation. Je remercie infiniment le comité d'organisation du DIMGID et en particulier Jacqueline Laufer qui était un sorte de mentor pour moi pendant des années. Et j'ai beaucoup d'appréciation pour son travail. Et aussi un grand remercie à l'équipe avec Sylvie Blumenkrantz pour tout le travail qu'ils ont fait. Alors, je m'excuse sur mon français, je ne parle pas couramment. Donc, s'il y a un problème avec la compréhension, il ne faut pas hésiter de m'interrompre, d'autant plus que notre langue de travail pour le projet, c'est anglais. Donc, je fais beaucoup de traductions de anglais en français. Donc, il ne faut pas hésiter de m'interrompre. Donc, le but de ma présentation, c'est de vous offrir une approche d'entre autres comparative à cette question du colloque, c'est-à-dire comment passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. C'est une tentative bien sûr imparfaite, c'est une tentative en cours. Mais c'est une tentative comparative et internationale. Le but, c'est-à-dire, c'est de vous présenter ce groupe, l'approche, comme je vous ai dit, comme une tentative d'évaluer les politiques d'égalité hommes-femmes. Alors, notre question de recherche, c'est la question de recherche du Gender Equality Policy and Practice. C'est une question de recherche de ce colloque. Comme vous pouvez voir, on s'intéresse à cette question en général, comment on prend toute cette action gouvernementale qui était formellement définie en termes d'égalité hommes-femmes dans les pays démocratiques de l'Ouest et voir si ça a contribué à réellement réduire les discriminations et des inégalités qui étaient ciblées. Sinon, pourquoi? Et si oui, comment et dans quelle mesure? Donc, c'est le comment et c'est le pourquoi. Alors, comme on a déjà constaté, et vous constatez tous qui travaillent tous et toutes sur cette question, c'est une question très compliquée. C'est très compliqué.
mais en même temps, c'est une question clé pour les démocraties. Donc, c'est une question pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de nos démocraties. C'est une question compliquée au niveau de comment saisir cet aspect transversal d'égalité à travers tous les domaines, comment on saisit la causalité des choses. Est-ce que c'est vraiment la politique publique qui fait une influence ou est-ce que c'est d'autres choses? Et c'est un travail de contexte du bas, mais aussi d'en haut. C'est-à-dire que si on prend une perspective comparative, il faut avoir les mesures et les concepts qui portent à travers les pays et qui touchent à cette grande question, qu'est-ce que c'est une amélioration ou une réduction de l'inégalité homme-femme et qu'est-ce que c'est une réussite? Alors, je n'ai que 25 minutes qui me restent, donc je vais prendre l'approche bien française de présenter ces points, mes propos dans 3 parties. Bien français. Alors d'abord, je vais discuter le contexte du projet GEP, comment on est arrivé là, à ce groupe international, à ce projet international. Quelle est l'approche générale et le groupe lui-même du GEP, et puis qu'est-ce que c'est notre cadre analytique en général. Et bien sûr, je n'ai que 25 minutes, donc ça va être très général. Et vous voulez bien remarquer que j'ai mon courriel là. Donc, si vous avez des questions précises de me poser, après, bien sûr, au long du colloque, n'hésitez pas. Mais aussi, il ne faut pas hésiter de me contacter. Et aussi, au niveau de publications dont j'en parlerai, je peux toujours vous envoyer les publications. Et puis aussi, on a un site sur le groupe aussi qui est en cours de changement. Ça va être mis au jour au mois de septembre, donc, mais c'est là. Donc, vous pouvez regarder ça en profondeur. Alors, le contexte, comment est-ce qu'on est arrivé là? D'abord, le contexte du projet GEP. D'abord, je veux regarder mes propres recherches. Vous connaissez peut-être un petit peu les questions sur lesquelles j'ai travaillé depuis les années. En 95, j'ai fait une étude sur l'égalité professionnelle, la politique de l'égalité professionnelle en France, et j'ai pu constater avec tout le reste du monde qui est Sophie Pochick et Jacqueline Offert, les gens ont déjà constaté ça, qu'à cette époque-là, c'était les réformes symboliques, c'est-à-dire les actions sur le papier, mais aussi les dispositifs, beaucoup de dispositifs, mais pas beaucoup de résultats. Donc, c'était vraiment de ça que j'ai pris cet intérêt de comprendre comment est-ce qu'on évalue les résultats, aussi bien que la mise en œuvre. Et bien sûr, ça a beaucoup changé depuis 1995. Et c'est ça aussi une question d'intérêt. Pourquoi ça a changé? Pourquoi on a vu du progrès? Bien sûr, le progrès était mitigé, comme on a déjà vu. Donc déjà, j'ai cet intérêt à travers le temps, et puis aussi de comprendre comment on prend ces dispositifs et on les mettra en action, d'avoir les résultats. Et puis en 2001, j'avais fait une étude à partir des recherches sur les politiques publiques féministes à travers beaucoup de domaines dans les pays démocratiques de l'Ouest. Donc j'avais commencé vraiment à faire un travail à partir de la littérature et j'ai défini 5 sous-domaines des politiques féministes. Et les grands résultats de ce travail, c'était on voit des variations à travers les domaines.
Donc ça, c'était quelque chose d'important. Mais aussi, j'ai pris un intérêt dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, aussi bien que leur impact. Alors en 2017, enfin, je vais avoir un article qui va paraître. Et dans cet article, j'avais fait un recensement des études sur les politiques publiques féministes en général, en français à la limite et aussi en anglais. Et j'ai vu on n'a pas vraiment étudié les résultats de ces politiques publiques. On a toujours eu du mal. On a ciblé toujours les productions administratives. La boîte noire, on a commencé à ouvrir la boîte noire, mais on a vu j'ai vu dans ces travaux en général qu'il y avait un manque de ce que j'appelle un appui sur les résultats et les impacts. Et je n'étais pas le seul à dire ça. Tout le monde s'est mis d'accord. Et je pense que là, on voit une surgissance de recherche avec cette approche, c'est-à-dire de regarder comment la mise en œuvre s'est déroulée d'une politique d'égalité, mais aussi quels sont les effets. On commence à faire ça. Donc, il y a un changement dans l'appui des chercheurs là-dessus qui est en train de se faire. Mais au moment que j'avais fait cette étude en 2015, c'était juste le début. Alors, j'ai vu une lacune scientifique, ce que j'appelle les 2 I et les 2 O en anglais. Et là, je présente simplement le modèle analytique des processus, des étapes de politique publique qui est un peu derrière cette approche analytique en général. Et les gens qui travaillent dans les politiques publiques connaissent bien ce modèle. C'est-à-dire il y a des étapes des politiques publiques. Pour chaque décision, si vous voulez, il y a l'adoption de la politique, c'est-à-dire la décision, c'est-à-dire l'adoption du document, de la législation formelle. Et puis, il y a des choses qui se sont passées avant l'adoption, par exemple la mise sur l'agenda, la définition du problème. Et puis après, on a la mise en œuvre ou l'application, implementation. Et puis, on peut aussi avoir l'évaluation formelle, c'est-à-dire les acteurs et les gens prennent en charge l'évaluation des politiques publiques. Comme vous êtes dans cette partie. Et puis après que vous avez la mise en œuvre, vous avez l'impact ou les résultats. Aussi, donc en anglais, outcomes. Et j'avais mis outputs. Ça c'est un des 2 O. Donc les outputs, c'est la production légale, juridique et administrative au niveau de l'adoption, mais au niveau de la mise en œuvre. Par exemple, et aussi au niveau de l'évaluation. Donc, il y avait une lacune. On a fait beaucoup de choses sur la production administrative, ce qu'il y a dans la boîte noire, comment ça se déroule, mais pas beaucoup d'évaluation de comment ces produits administratifs mènent aux résultats et quel est l'impact sur la société. Donc ça, c'était vraiment de mes recherches. Mais tout le monde a identifié ça. Et je pense que vous pouvez être toutes d'accord. C'est ça le grand défi maintenant, c'est de vraiment faire ça. Et c'est pas facile. Alors, le contexte du projet GEP aussi, c'est le déroulement du temps. Parce que là, c'est vraiment le moment. C'est pour ça qu'on est tous là.
toute là. C'est parce que maintenant, on a vu ces politiques d'égalité hommes-femmes et égalité dans d'autres domaines qui étaient mises sur l'agenda, adoptées dans les années 60, 70, et puis ça a continué. Et maintenant, on est au début du XXe siècle, donc on a une période assez importante qui s'est déroulée. On peut vraiment commencer à observer ces questions-là. Mais peut-être il faut attendre encore parce que le délai de temps, c'est clé dans nos analyses parce que ça change. Le contexte du projet GEP aussi, c'est le problème avec les outils analytiques disponibles. Alors, pour faire ce travail très compliqué, il faut qu'on fasse une évaluation à travers le temps, une période très longue. Une évaluation des changements à travers les secteurs transversals, plusieurs secteurs, travail, éducation, violence, mais qui touchent aussi les questions d'intersectionnalité. Donc, ce n'est pas seulement juste la discrimination par sexe, mais aussi comment c'est combiné avec d'autres formes de discrimination. Il faut différencier entre les productions administratives, les lois et les résultats, les deux I et les deux O. Aussi, il faut qu'on ait des outils qui peuvent identifier la causalité. On a parlé de ça hier beaucoup, c'est-à-dire est-ce que ces politiques publiques, c'est vraiment ça qui enclenche le changement, les résultats, ou est-ce que c'est d'autres forces? La causalité, c'est énorme. Et puis finalement, il faut avoir les outils analytiques qui sont valides, c'est-à-dire qui mesurent vraiment, qui prennent en compte vraiment la réalité des choses. C'est-à-dire que on peut avoir les mesures qui montrent pas ce qui s'est vraiment pas passé, qui n'a pas vraiment passé dans les cas. Il faut faire vraiment attention quand on a les concepts trop universels, mais aussi fiables. C'est-à-dire que quand on parle de réussite de politique publique homme-femme, que ça s'applique dans un pays à l'autre. Donc, c'est énorme, ce défi. Or, la richesse, il y a des indices internationaux qui ne sont pas utiles pour atteindre ces buts compliqués. Là, c'est une liste des indices très connus par tout le monde. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une industrie énorme de ces indices internationaux. Énorme. Et bon, ça c'est simplement les listes. Et il y a beaucoup de problèmes avec ces indices. Et il y a une contre-industrie des critiques féministes de ces indices. Je pense que Chantal avait soulevé quelques critiques, mais il y a beaucoup de critiques de ces indices. Il y a 2 articles là, ici, si vous intéresse, qui sont les critiques féministes classiques de ces indices, c'est-à-dire ils ne prennent pas en compte le contexte spécifique des femmes dans le contexte culturel, que ça ne prend pas en compte l'intersectionnalité, ces indices. Mais aussi, ces indices sont là pour faire le benchmarking pour les décideurs et pas pour les chercheurs. Il y a une question de validité, comme j'ai dit, et fiabilité. Donc, il y avait beaucoup de problèmes de ces indices. De notre perspective aussi, ces indices, c'est pas bien pour nos besoins, pour le groupe. Pour le groupe, c'était pas assez. Et maintenant, il y a même, pour vous montrer à quel point ces indices ne sont pas suffisants, il y a un grand mouvement qui est enclenché par l'ONU, mais aussi le Gates Foundation, qui a beaucoup financé ces efforts, qui s'adressent à l'écart de sexe dans les statistiques. Donc pour nous, on est arrivé là par ce double constat. Donc là, ça m'amène aux deuxième partie. J'ai combien de temps ? 10 minutes. Ok, d'accord, parfait. Qui m'amène à mon deuxième partie, c'est-à-dire c'est quoi le groupe et c'est quoi notre approche.
ça nous a amené à ce double constat que c'est le moment de faire ces analyses au niveau du temps, mais il y a un manque des outils d'évaluation pour faire cela. Alors, on a créé ce groupe en 2013. 2014, on a eu notre premier atelier de lancement avec formation de l'infrastructure. Et puis, vous pouvez voir qu'on a eu déjà un atelier de 2015, mais on ne va pas lancer les recherches jusqu'à l'année prochaine. On a eu une période de recrutement des équipes et puis on cible 2020 pour présentation des résultats et publication. Donc là, c'est vraiment en cours. Et vous pouvez voir, c'est une entreprise qui prend beaucoup de temps. Et une autre observation qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas de financement général pour le projet parce qu'on a un problème de financement au niveau international. En général, vous connaissez bien qu'il y a plus de gens qui font les demandes et il y a moins de financement. Donc là, on n'a pas un financement de réseau, on a des financements. On n'a pas de financement pour le projet en total, mais on a un financement pour quelques ateliers ici et là. Et je pense que c'est un avantage parce qu'on n'a pas ce gros machine, les dates il faut faire les productions. Mais aussi, comme vous pouvez voir, ça c'est un peu le groupe lui-même. On a quand même pu attirer 100 personnes sans un financement. Donc ça veut dire c'est vraiment un changement, un intérêt scientifique qui surgit là. Et on peut voir, donc nous, on a une approche collective de tout et international. C'est pas dominé, vous pouvez voir, c'est pas dominé par un seul pays. Bien que je sois américaine, j'ai toujours ce côté français. Bon, je suis pas française, mais je travaille beaucoup en France. Et vous pouvez voir, il y a même les coordinatrices, c'est d'autres pays. Le groupe central, ça c'est un peu notre comité exécutif. Et puis on s'est décidé de faire 6 domaines différents. On va faire cette étude à travers 6 domaines différents et dans 24 pays. Donc, on a des directeurs de chaque domaine et il y a 6 domaines où on va faire cette étude. Donc, c'est une étude transversale. Je peux en parler un peu des domaines. C'est d'abord, ces domaines, c'était choisi par notre groupe au LIAP, à Atelier LIAP. C'est un peu les domaines où sont susceptibles pour s'adresser à l'égalité homme-femme. Donc, on a le domaine du care. On a le domaine de égalité d'emploi, le domaine de violence, le domaine de intimate citizenship qui est la reproduction et les questions d'orientation sexuelle, immigration et représentation politique. Donc voilà, vous pouvez voir un peu. Donc deuxièmement, le groupe et l'approche du GEP, vous pouvez voir, c'est les pays démocratiques de l'Ouest. On a décidé de faire ça parce qu'on voit ça vraiment comme une approche de système similaire, parce que c'est trop difficile d'étudier cette question à travers tout le monde. Mais aussi un peu contrôlée, c'est une façon une approche de quasi-expérimentation, c'est-à-dire un contrôle pour les similitudes. Et aussi, c'est une question de démocratie, démocratique. Donc, c'est une question pour les démocraties déjà établies. Donc, on inclut les pays de l'Ouest, mais aussi démocratiques, donc pas le Japon, mais aussi on a inclus les pays de l'Europe de l'Est dans ce domaine, dans cette perspective. Alors ça, c'est nos groupes. Vous pouvez déjà voir, il y a 2 observations que vous pouvez faire. D'abord, au niveau
au niveau des pays qui sont inclus dans chaque domaine, est-ce que c'est systématique? Non. Non, parce qu'on recrute les individus. Donc, c'est pas systématique. Donc, ça, c'est un problème. Mais il faut qu'on fait avec parce qu'on a déjà passé 2 ans à recruter les gens. Et deuxième observation. C'est quoi la deuxième observation que vous pouvez voir? Oui, c'est le seul pays où... Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Allemagne aussi. Allemagne, oui, oui, c'est vrai. Merci, j'avais pas remarqué ça. J'ai Allemagne et la France oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allemagne. Est-ce que j'ai... Je pense que je me suis trompée sur Allemagne, sur Caire. Mais peut-être pas. Non, c'est vrai, l'Allemagne, c'est vrai. Alors, la France et l'Allemagne, il y a seulement 2 pays. Donc c'est pas systématique, mais en même temps, il y a une présence de la France très importante. Et je pense que ça montre à quel point c'est une question qui est beaucoup étudiée en France. Et il y a ce qu'on appelle... il y a un intérêt dans la mise en place des politiques publiques, égalité hommes-femmes en France, au niveau du terrain, au niveau local. Donc, vous pouvez voir, je vais entrer dans le groupe, l'équipe France. Vous pouvez voir, on a un peu pour voir qui c'est dans ces équipes, mais aussi de voir comment on entre dans les détails. Je vais en parler dans 1 minute du cadre analytique. Donc, vous pouvez voir, mais aussi c'est international. C'est pas seulement les Français, les Françaises qui sont là-dedans. Donc, donc vous pouvez voir un peu les cas. Donc, et on a les gens qui travaillent sur l'égalité professionnelle qui sont là aujourd'hui, Sophie Pouchic, mais aussi Marion Charpenel est là. Et puis, on peut voir aussi que je travaille sur la représentation politique et Eleonore Lépinard, elle est là, elle travaille sur la représentation politique. Donc, c'est assez... donc, la participation de la France, c'est assez important. Et je pense que ça montre à quel point c'est une question très importante en France et que vous développez ce qu'on appelle l'approche française et on appelle ça le French Touch dans les études de politique publique. On peut en discuter plus pourquoi il y a cet essor de participation française. Alors, dernièrement, pour le groupe et l'approche du GEP, avant de se lancer dans la dernière partie, dans le cadre analytique spécifique, on voit c'est un équilibre entre expertise profonde du pays, les expertes et du domaine, parce que vous pouvez voir par l'équipe française que ce sont les experts du domaine, mais un cadre analytique commun et systématique. Et c'est là, dans les... Combien j'ai 2 minutes? Bon, je vais prendre 4 minutes. Je vais me lancer dans le cadre analytique commun. Alors, parce que ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Alors, déjà, c'est en voie de développement. Par le haut, c'est par le haut et le bas. Donc, l'idée, c'est que on va essayer de mettre en place ce cadre analytique par les experts dans le déroulement de l'étude. Donc, on a 4 étapes pour chaque pays. D'abord, sélection les 2 cas de la mise en œuvre. Donc, vous pouvez voir dans chaque pays, pour chaque domaine, on choisit 2 cas de décision. Et un cas, c'est le cas qui a été sélectionné pour le domaine, ce qui est le plus important. Donc, en care, c'est elder care.
Dans citoyenneté intime, c'était l'éducation sexuelle. Dans égalité professionnelle, le cas, c'est le plafond vert. Violence genrée, on a choisi les violences domestiques. Mais le deuxième cas, bon, ainsi de suite, le deuxième cas, c'est ce que les chercheurs eux-mêmes choisissent comme le cas de mise en œuvre la plus importante. Donc, il y a cette première étape, et ça, c'était fait plus ou moins. Et puis, deuxième étape, c'est analyse de chaque cas en termes des deux I et deux O avec une grille de travail commun. Et puis, troisième étape, c'est de discuter ces résultats et revoir la grille de travail ensemble. Mais aussi au niveau du domaine et du pays pour voir si ça marche. Et puis, quatrièmement, présenter et publier les résultats en dehors du JAP. Mais après, quand on ramasse toutes ces données, donc on va avoir, vous pouvez voir, vous pouvez faire les calculs, on va avoir plus ou moins 150 cas à la fin. Donc, la deuxième étape, enfin, en gros, c'est d'analyser ces 150 cas qui étaient ramassés avec une prise de conscience expertise dans une perspective comparative. Donc, on va avoir une analyse globale et quantitative à la fin, si ça marche. Alors, j'aurais voulu prendre un peu plus d'1 minute sur le cadre analytique. Si je peux prendre ça 2 minutes, 3 minutes. Alors, ça, c'est difficile à expliquer le cadre analytique, mais je pensais que c'était, parce que vous êtes beaucoup de chercheuses de terrain, je pense que ça serait intéressant de voir ça d'une façon de chercheur. Donc, on a développé ce grille de travail qui va se faire pour chaque cas. Et je viens d'envoyer ça à l'équipe française, donc, et parmi vous qui sont là, elles sont là pour un peu voir de quoi s'agit-il. Donc, on va ramasser, on va faire les recherches communes comme ça. Donc, vous pouvez voir, il faut d'abord parler du déroulement de l'adoption, mais ça, c'est déjà fait, plus ou moins. Mise en œuvre, évaluation. Il faut d'abord faire ce travail de boîte noire. Quels étaient les instruments, les dispositifs. Le panel sur l'égalité professionnelle, un peu, nous a montré ça déjà. Mais aussi, quels sont les contenus de ces outils. Mais ce n'est pas seulement l'égalité, ce n'est pas les dispositifs formels. Il faut voir les pratiques de ces outils, à quel point les gens se sont mobilisés autour de ces outils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les outils quels étaient les résultats au niveau de pratiques de mise en œuvre. Et on fait ça, on regarde aussi les évaluations. Mais aussi, donc c'est parti, on regarde on va regarder les réussites de cette mise en œuvre en termes de empowerment. Ça, c'est une définition de réussite, c'est-à-dire, et on en a parlé l'autre jour, c'est-à-dire à quel point est-ce que pas seulement les femmes, parce qu'on regarde l'intersectionnalité, on va voir qui était mobilisé par la mise en œuvre de ces choses. Quel groupe? Est-ce que c'était les femmes? Est-ce que c'était les hommes? Est-ce que c'est à quel point ça a mobilisé les groupes différents des femmes? Et puis aussi le contenu, ça c'est descriptif, empowerment substantif, c'est-à-dire à quel point est-ce que le contenu de la mise en œuvre a reflété des demandes féministes? Si oui, quelles demandes féministes? Les demandes de qui? Évaluation de la réussite dans les résultats et les impacts. On va faire ça en termes de la transformation du genre, c'est-à-dire à quel point est-ce que ces politiques publiques, dans ce cas, dans les résultats, a transformé les identités genrées en termes de résultats directs et résultats indirects. D'abord, est-ce résultat direct, à quel point il y avait une amélioration de l'inégalité homme-femme. Et on va demander aux chercheurs de faire une évaluation
est-ce qu'il y avait un grand changement, pas de changement de tout, ou un petit changement. Résultat indirect, changement dans les référentiels. Soline nous a montré qu'est-ce que ça veut dire. C'est très compliqué, mais on s'intéresse aussi des changements de référentiels du genre des acteurs qui mettent en place la décision. Est-ce qu'ils ont changé le référentiel du genre pendant cette période? Parce qu'on regarde ça à travers le temps. Parce qu'on va commencer après l'adoption et on va finir, c'est aux chercheurs de décider. Nous, on demande aux chercheurs de choisir un cas qui commence en 2000. Si c'est possible, et puis c'est aux chercheurs de se décider à quel point on s'arrête. Pour la représentation politique, nous, on regarde les sanctions et on va voir la mise en place des nouvelles versions de sanctions contre les partis dans les élections de 2017. Donc on va regarder ce changement à travers le temps, et puis on va regarder le changement dans les attitudes publiques à l'égard de relations du genre dans ce domaine. Toujours au niveau de domaine. Et puis, on va regarder les deux cas. Bon, alors, pour conclure, merci pour votre patience. Ça, c'est une première tentative. On est en cours. C'est loin d'être parfait. Néanmoins, on a essayé de faire ces choses, d'inclure dans une seule étude l'analyse de mise en œuvre et l'évaluation. On a essayé de faire ça d'une façon comparative pour les pays de l'Ouest. On a essayé de faire une combinaison de connaissances avec des experts avec ce besoin de faire un cadre théorique et analytique commun. Et on essaie de prendre en charge l'intersectionnalité. Alors, des problèmes, certes. On n'a pas tous les pays démocratiques, on n'a pas tous les domaines. La sélection des cas, vous pouvez imaginer, c'est assez clé dans les résultats. Le grille de travail, c'est en cours. Donc, il y a des choses, on a du travail, on a du travail sur la planche, mais reste à voir d'ici 2020 si on réussit ou non. Alors maintenant à vous et merci de votre patience. Merci beaucoup pour